L'actualité en République démocratique du Congo, on en parle sur ce plateau. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Info 7. L'affaire Joseph Kabila Kabange, vous le savez très bien, cette affaire ne cesse de parler, de faire parler donc les politiques congolais. L'affaire Matata Pogno, affaire Constant Mutamba, situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous? Alors, pour en parler dans ce magazine, nous avons le plaisir de recevoir pour vous la présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, Maître Arlette Odia, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, madame. Maître Arlette Odia, comment vous allez? Comme une militante. Hein? Comme une militante. Oui, une militante, une citoyenne qui se bat avec ses camarades pour l'avènement d'un Congo où il fait beau vivre. Pour l'avènement d'un Congo où il fait beau vivre, qu'est-ce que vous voulez dire maintenant là? Il ne fait pas beau vivre en République démocratique du Congo sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi? Dans tous les domaines de la vie nationale, vous savez, la misère, elle bat son plein. Pour ceux qui vivent à Kinshasa, on ne sait plus se déplacer. Les embouteillages, ceux qui dirigent nous disaient qu'après la construction des sauts de moutons, après la levée des barricades tout autour des résidences de l'ancien président de la République, après la démolition des constructions dites anarchiques, on ne connaîtrait plus les embouteillages, ce n'est pas le cas. Nous sommes toujours dans les embouteillages. Et il y a l'argent des projets qui est détourné. Il y a nos compatriotes qui meurent. Et sans l'assistance des dirigeants, en tout et pour tout, la vie est devenue intenable. Vous êtes en train de peindre là un tableau noir de la situation en République démocratique du Congo? Oui, il faut ainsi le faire parce que c'est ce que pensent les nombreux Congolais. Il est devenu très difficile de nouer les deux bouts du mois avec son salaire, que ce soit dans le secteur formel, tout comme dans l'informel. Tout est devenu compliqué et personne ne va dire le contraire. Maître Arlette Odia, vous êtes en train de dire que tout est devenu compliqué, mais d'un côté, on voit qu'il y a des personnes qui estiment que Félix Antoine Tshisekedi est en train de boucher le trou profond qui a été laissé par l'ancien président de la République, Félix Kabila, j'allais dire. Peut-être au début de son mandat. Vous savez, l'arrivée de Félix Tshisekedi au sommet de l'État avait suscité beaucoup d'espoir. Peut-être pour moi aussi. Je le dis et je l'assume. J'ai pensé, comme d'autres Congolais, qu'avec l'avènement au pouvoir, pas seulement du président Félix Tshisekedi, mais surtout d'un parti qui avait œuvré longtemps dans l'opposition. Plus de 30 ans dans l'opposition. Dans l'opposition, ça serait vraiment l'Allemagne d'Afrique, comme lui-même le disait. Il y en a d'autres qui avaient mis leur tête à couper pour dire que dans une année, dans 2 ans, ce serait l'Eldorado au Congo. On y croyait. Mais après la rupture de la coalition FCC-Cash, pour moi, j'ai toujours cette conviction que c'est ça le début de tous les maux que nous vivons à ce jour. Ah bon, ça, la c'est ma conviction. De cette alliance, cette coalition FCC-Cash. Analyser froidement. Du malheur de Congolais. Analyser froidement la situation du pays et rendez-vous à l'évidence que après la rupture de cette coalition, il n'y a pas eu de grandes réalisations. Quand vous entendez Félix Tshisekedi parler de son mandat ou même ses partisans, vous les entendrez évoquer la gratuité de l'enseignement. C'est une mesure qui a été prise justement avant la rupture de la coalition FCC-Cash. Mais bien après, on ne parle que des détournements. Dans une gouvernance où le détournement est devenu pratiquement une loi ou un mode opératoire. Une honte quand même pour la République démocratique du Congo. Hein? Alors, toujours des millions, on se réveille, des millions sont La détournés. conséquence à tout cela est qu'à ce jour, ceux qui, comme moi, avaient cet espoir de voir le Congo s'améliorer ou aller dans la bonne direction, ne voient plus que du noir. Ça fait que, bon,
vous n'entendrez plus les gens dire que Félix Tshisekedi est en train de fournir des efforts. Non, non, non. Les gens comme ça n'existe pas. Alors, parlons des détournements. Au sein de l'opinion, il y a, bon, dans la famille politique, au fait, du président de la République, Félix Tshisekedi, on entend dire que parce que là, c'est la liberté. Et voilà pourquoi les Congolais sont informés de tout ce qui se passe, alors que du temps de Joseph Kabila Kabange, c'était une dictature. Hein. Personne ne pouvait dénoncer ou dire « Oh, ce qui s'est passé au sein des institutions ». C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une liberté en RDC que le peuple congolais est informé de tout ce qui se passe, des détournements, de la mauvaise gestion. Félix Tshisekedi est dans une liberté, une démocratie, où chacun peut s'exprimer. Madame, je ne sais pas de quelle liberté vous parlez. Si c'est la libéralisation du secteur public ou des médias, ce n'est pas sous les règnes de Félix Tshisekedi que cela est arrivé. C'est déjà avec le président Joseph Kabila. Je pense que vous avez même suivi l'une des interventions de l'actuel président du CESAC quand il revenait sur le fait que c'est déjà à l'époque du président Joseph Kabila que les médias étaient libéralisés. Les réseaux sociaux, ça fonctionnait déjà à l'époque où Kabila dirigeait le pays, du moins vers la fin de son mandat. Donc, il y avait aussi moyen pour les mauvaises informations du régime de Kabila de se retrouver sur la place publique. S'il n'y en a pas, ou il n'y en a pas assez, il ne faut pas conclure que, donc à son époque, il y en avait, mais tout simplement on informait. On dit que c'était la dictature, en fait. Cela n'est pas vrai. Parlant même de la dictature, le régime du président Félix Tshisekedi a démontré noir sur blanc que c'est un régime de dictature. C'est un régime dictatorial, je vais vous expliquer. Allez-y, démontrez-nous cela. Par A plus B, vous vous souvenez qu'à l'époque du président Joseph Kabila, les marches, elles se tenaient. Presque une marche ou plus dans des mois. Réprimandés également, et même quand elles étaient réprimandées, le jour qui suivait, les citoyens savaient encore ou pouvaient encore marcher. Ça veut dire que c'était devenu comme un jeu, mais pas n'importe quel jeu. Un jeu démocratique où ceux qui sont dans l'opposition, ils savent qu'en demandant une marche, en donnant donc l'information, en donnant l'information de marcher, le pouvoir en place pouvait accorder ou ne pas accorder, mais que ce pouvoir accorde ou qu'il n'accorde pas, l'opposition était au moins sur des marchés. Parce qu'en dépit de plusieurs interdictions des marches, à l'époque du président Joseph Kabila, les marches, elles, se tenaient tout de même. Les compatriotes qui venaient à être arrêtés à l'issue de ces marches-là ou au cours de ces marches savaient qu'ils feraient 2 ou 3 jours au cachot, le temps pour l'officier de police judiciaire de porter l'information au magistrat pour être libérés. Mais est-ce qu'en ce moment-ci, pendant que Félix Tshisekedi dirige le pays, il se tient encore des marches? Il se tient encore des manifestations publiques? Non. C'est parce que les gens ont peur de la répression. Ah bon? La répression dans le sens de violer les libertés fondamentales. Il ne faut pas se dire que la répression, c'est tout simplement le fait pour le pouvoir en place d'interdire une marche. Ce n'est pas seulement le fait pour le pouvoir en place d'utiliser la police ou l'armée pour interdire des marches. La violation de libertés fondamentales, c'est notamment quand les citoyens vont dans une manifestation publique, puisqu'elle est interdite, on les arrête, on les jette en prison pour les bouffer plusieurs mois de leur vie. Ça, c'est ce qui pousse aujourd'hui les Congolais à ne plus s'adonner à des manifestations publiques. Parce qu'ils savent qu'il va s'en suivre des procès injustes. Mais il y a certaines voix qui estiment que parce que vous n'avez plus de militants, il n'y a pas de cadre courageux. Donc, quand je dis vous, c'est qui sont dans l'opposition, on voit le Front commun pour le Congo, parce que vous êtes aussi dans cette plateforme chère à Joseph Kabila Kabange. C'est parce que vous n'avez plus de militants que vous ne descendez plus dans les rues. Mais les manifestations publiques, ce n'est pas seulement pour les militants.
les manifestations publiques, c'est l'affaire des citoyens. Vous n'allez pas dire que ceux qui hier participaient aux manifestations publiques appelées par l'opposition de l'époque, ce n'étaient que les militants des partis politiques. Non, les gens ont peur. C'est qui en ont marre de la souffrance. C'est qui en ont marre de voir leur ventre continuer à être affamé. Les gens vivent dans la misère. Ils vivent dans la souffrance. Ils subissent l'arbitraire, l'injustice. Ils sont bien disposés à faire des manifestations pour réclamer réparation. Mais si à l'issue de ces manifestations, il peut vous être collé un procès injuste et que pour une année, pour 10 mois, pour 2 ans, vous allez comme ça rester en prison. Les gens préfèrent chercher tranquillement à boire et à manger sans être dans une maison d'arrêt. Est-ce que vous voulez dire que les peuples congolais sont en train de souffrir silencieusement et voient ses droits être étouffés et ne savent pas comment s'exprimer, maître? Absolument. Aujourd'hui, les Congolais ne savent plus comment s'exprimer parce que peu importe la manière qu'ils choisissent de s'exprimer, elle est mal interprétée par ceux qui dirigent. Elle peut entraîner des violations graves des droits. Vous avez vu les quelques activistes de la société civile qui ont été gardés, on va dire, dans les cachots des services secrets pendant 6 mois, pendant 4 mois, même des femmes. Je veux ici parler de l'activiste Gloria Senga. Elle a été gardée pendant, je pense, 6 mois, tout simplement parce qu'elle avait sorti un concept Tolembi Passi. Il n'y a pas que elle, il y a beaucoup d'autres activistes. Vous faites une déclaration sur la place publique, dans les médias, réseaux sociaux, ainsi de suite, on vous cueille comme un mangue, ou comme une mangue, pardon, on vous jette au cachot, on vous envoie en prison. C'est une année de votre vie qui s'envole comme ça. Les Congolais préfèrent maintenant subir l'injustice et attendre qu'un mandat se termine pour voir de nouveaux dirigeants. Madame, Messieurs, place à présent à ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Nous allons parler de la gestion de la ville-province de Kinshasa, les embouteillages, l'insalubrité. Daniel Bumba, un homme qu'il fallait pour Kinshasa, ville propre, une question que plusieurs Congolais vivant dans la capitale congolaise ne cessent de se poser. Le service national continue son périple de remettre les bons pupitres dans différents établissements scolaires publics. En une semaine, près de 1200 bancs ont été remis dans 4 écoles distinctes à Kinshasa. Les cérémonies de remise de ces sièges ont été supervisées par le colonel David Mwakou, directeur de cabinet du commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, empêché. Ce lundi 12 mai 2025, l'école ITP Ngaliema a été la première étape de la descente sur terrain de ce jour des bâtisseurs de la nation. Le préfet de cet établissement a ici salué la matérialisation de la vision du chef de l'État dans son volet éducation. Commençons d'abord par rendre hommage au chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, garant des institutions et l'initiateur de la gratuité de l'enseignement primaire, pour avoir placé l'enseignement son cheval de bataille. Les élèves bénéficiaires de cette action ont à leur tour promis d'utiliser ces bancs en bon escient. Nous vous confirmons que cette journée restera inoubliable dans nos mémoires et vous promettons de faire approprier à ce banc. La deuxième étape était le tour de l'école Itikitambo. Sur place, près de 300 bons pupitres ont été remis à la grande satisfaction notamment des responsables de cet établissement. Ici, le préfet a indiqué que ces gestes restera gravés dans les annales de cet institut. Il n'est pas habituel dans la trempe de vie de recevoir des généraux de haut rang dans ces pauvres et modestes installations. Cependant, vous avez réussi à briser ce tabou et votre visite est perçue pour nous comme prélude au réveil et épanouissement de notre complexe scolaire. Une dotation qui a laissé sans mots les élèves de cette école. En ce jour solennel et inoubliable, l'émotion, la joie, l'allégresse,
nous étreignent à quel point que nous ne vivons pas de notre système et à profiter pour vous exprimer toute notre affection. Bien avant cela, soit une semaine avant, l'équipe des bâtisseurs de la nation avait effectué le même exercice à l'Institut Président Kassavubu dans la commune de Barumbu. L'Institut Angata dans la commune de Kinshasa avait aussi connu la visite de la team du service national pour le même acte. Toute une semaine, assez marathon pour le service national qui ne cesse d'impressionner par son engagement d'accompagner la vision du président de la République. Dans le district de la Tchangou, situé à l'est de la capitale de la République démocratique du Congo, les infrastructures routières sont dans un état délabrement très avancé. Les routes Mobutu et Mokali, pourtant vitales pour la mobilité des habitants, ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Face à cette situation alarmante, le député national, Maître Francis Chibalabala, s'est rendu chez le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Objectif, plaider pour une intervention urgente afin de soulager la souffrance de ses électeurs. Je suis venu avec les représentants de l'association de la commune de Kimbantseke pour rencontrer M. le DG de l'OVD afin de lui soumettre justement les préoccupations qui concernent la population de Kimbantseke particulièrement et aussi pour lui exposer la situation que moi j'ai vue personnellement parce que j'habite Petro-Congo. La route Mobutu est vraiment coupée quasiment et cette route est impraticable. Donc. En présence des leaders de la Tchangou, le directeur de l'OVD a exposé les contours techniques et budgétaires de la situation. Une discussion franche centrée sur les priorités. Et le DG nous a répondu favorablement par rapport à notre demande et nous pensons que dans les jours qui viennent, avec des études qui avaient déjà été menées, et nous pensons que le ministre des Finances, etc., c'est-à-dire tous les services qui concourent à la construction justement de ouvrages, donc il y a les services techniques, l'OVD et d'autres sociétés, il y a le ministre de l'ITPR, il y a le ministre des Finances qui doit disponibiliser de moyens. Et je pense que si tous ces services arrivaient à poser des actes qui sont les leurs, et ces travaux vont débuter, et nous sommes élus de cette population-là, nous allons continuer à faire pression pour que les travaux débutent très vite parce que cette population est en train de souffrir. La Tchangou a contribué massivement à la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il est impensable que cette population soit abandonnée à elle-même à lâcher cet élu. L'homme doublement élu promet de suivre personnellement l'évolution du dossier. Sa détermination est intacte. Répondre aux attentes de ceux qui lui ont renouvelé leur confiance. Ça, c'est le district de la Tchangou qui avait élu massivement le chef de l'État en termes de pourcentage. Et la commune de Kimbantseke, à elle seule, a une démographie de plus de 4 millions d'habitants. Et cette population se voit un peu abandonnée parce que il vous souviendra qu'il y a eu des réactions de la part de certains leaders de Kimbantseke concernant la route Nzoko, qui est impraticable, la route Mokali et la route Axe-Cimetière. Et nous pensons que s'il faut quand même rendre l'ascenseur à cette population-là, qui avait élu massivement le chef de l'État, c'est à travers des réalisations, la construction de routes. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des érosions, notamment l'érosion qui est en train de mettre en difficulté même les pylônes de la SNEL, etc. C'est un très grand danger et nous pensons que si ces travaux sont réalisés, la population, non seulement elle sera reconnaissante à l'endroit du chef de l'État, mais aussi va continuer à lui faire confiance. Pour Maître Francis Chibalabala, pas question de baisser le bras, le bien-être de sa base reste sa priorité. Moi, en tant qu'élu, je ne pouvais pas rester indifférent. C'est pour ça que je suis venu rencontrer les DG. En même temps, je vais rencontrer aussi les ministres de l'ITPR et les ministres des Finances pour qu'il y ait quand même une accélération par rapport à ces dossiers, afin de redonner quand même les sourires à la population de Kimbantseke et de Massina. Alors, Maître Arlette Odia, vous vivez dans la capitale de la République démocratique du Congo, une province où il fait beau vivre? Non, malheureusement. Aujourd'hui, on ne sait plus se déplacer à Kinshasa. En tout cas, pour ceux qui vivent à Kinshasa, je me dis combien c'est une honte
pour les expatriés ou pour nos compatriotes qui vivent ailleurs, qui viennent pour les vacances, qui viennent pour les affaires à Kinshasa. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Toutes les routes sont abîmées. Les quelques endroits où c'est des réparations qui se font, vous voyez la route être barrée pendant 5 mois, pendant 4 mois. Alors que les travaux pouvaient être effectués pendant même une semaine, voilà. En urgence, 2 semaines. Et le travail qui est très mal fait, parce que juste quelques jours après, la réparation, par exemple, de l'avenue Kabinda, on l'a vu, encore s'abîmer, elle est aujourd'hui encore barrée. Et tout cela s'explique. Ça s'explique par les faits des récentes déclarations de l'ancien ministre des Finances. Ah, vous voulez parler de Nicolas Kazadi? Il a bien dit que à chaque fois qu'il y a des fonds, qu'il y a de l'argent pour les projets, il commence par se les partager avant de penser à réaliser ces projets. Donc, il n'y a pas d'argent, madame. Il n'y a pas d'argent pour la réalisation des projets parce que ceux qui doivent réaliser ce projet prennent plaisir à détourner les fonds de l'État. Ça a été dit par la bouche autorisée, ça a été dit par l'argentier de la République. Ah, vous faites confiance à Nicolas Kazadi? C'est pas une question. Qui fait des déclarations après avoir quitté la gestion de la chose publique? Est-ce qu'il a été contredit? C'est ça le problème. Il a été ministre des Finances. Aujourd'hui, il y a un autre ministre des Finances. Quand M. Nicolas s'adresse à l'opinion et que bien de jours après, il n'y a pas une réaction. Et on le voit même apparaître aux côtés d'Augustin Kabouya lors d'une réunion. Hein. Là, vraiment, n'est pas mon problème, mais les ministres en fonction ne l'ont pas contredit. Ça veut dire que ce sont des faits établis. Ce sont des vérités que les Congolais doivent prendre comme telles et le prennent comme telles. Donc, à ce jour, fort des déclarations de l'ancien ministre de Finances, il n'y a pas d'argent pour la réalisation de projets. Tout l'argent destiné à la réalisation de ce projet loge dans les poches et les comptes bancaires de ceux qui sont appelés à réaliser. Alors, qui doit être tenu comme responsable de cette situation? C'est le chef de l'exécutif. C'est le chef de l'exécutif. Quand le procès sans jour s'est fait, quand il s'est déroulé, le président de la République et même le membre de sa famille politique disaient que c'était aussi un procès pédagogique. C'était en fait pour interpeller la classe politique à ne plus détourner les fonds d'État. Pourtant, après ce projet, après ce procès, il y a eu davantage de détournements. On a à la tête de l'exécutif le président de la République, qui lui aussi n'a pas, par ce service ou par lui-même, n'a pas contredit le ministre des Finances. Et bien au contraire, nous voyons des projets inachevés. À la veille de la fin de la campagne présidentielle de 2023, on a vu le président de la République inaugurer les centres culturels, le centre financier, alors que c'était un projet inachevé. Ils avaient promis que dans un futur très proche, ces travaux allaient s'achever. À ces jours, c'est demeuré un projet inachevé. Tous les autres projets, on va dire, on a la route les grands marchés. Kalambambouji, Mbujimayi aussi, on ne cesse d'en parler. Déjà, parlons des Kinshasa. Les grands marchés. Les grands marchés, pour lesquels l'ancien gouverneur de province avait dit que ça ne prendrait que deux ans. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e année. Et après, Gentini Ngobila a fait aussi des révélations en ce qui concerne la construction de ce marché-là. Donc, c'est pour vous dire que l'argent de l'État est détourné. Le président de la République ne donne aucune explication à son peuple. Qui ne dit mot consent, c'est ça? Mais absolument. Absolument, Madame Noëlla. Tout l'argent est dilapidé.
C'est ainsi que plus le jour passe, la misère et la pauvreté vont s'accentuer. Alors, Kinshasa aujourd'hui siège de toutes les institutions de la République démocratique du Congo, la ville qui ne ressemble même pas à une capitale. On voit quand même ailleurs à quoi l'image que présentent les capitales quand il s'agit d'une capitale d'une capitale d'un pays quand même. On voit quand même c'est que l'image que ça donne. Mais aujourd'hui, Kinshasa, est-ce qu'aujourd'hui Kinshasa doit toujours continuer à être la capitale de la République démocratique du Congo ou le pays, on doit déjà envisager une autre province? Non, mais pourquoi envisager une autre province? Cela n'aurait aucun sens, à mon avis. Okay. À mon avis. Et souvent, je suis les journalistes ou même les compatriotes reprocher des choses au gouverneur des provinces, disant que le gouverneur de la ville de Kinshasa, disant qu'il ne fait absolument rien et qu'il doit partir. J'appartiens à un parti politique qui a produit plusieurs gouverneurs des provinces, dont notamment plusieurs pour la ville de Kinshasa. Il m'arrive de les fréquenter. Vous les entendez dire que lorsqu'il n'y a pas assez de moyens pour réaliser des grands travaux ou de grands projets à Kinshasa, peu importe la bonne volonté du gouverneur en fonction, vous n'allez rien réussir. Okay. Alors, quand je vois l'actuel gouverneur, Daniel Bumba, je le vois en train de se débrouiller, je les vois en train de se battre, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire lorsque la haute hiérarchie détourne tous les fonds destinés à la réalisation de projets? Donc le problème aujourd'hui, c'est pas Daniel Bumba, mais vous les voyez, il n'a pas le moyen de sa politique. Vous les voyez porter des chasubles, je l'ai vu dans une pirogue du côté lorsqu'il y a eu une inondation. Il est sur terrain. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire, Madame Noëlla? Qu'est-ce qu'il peut bien réussir quand la hiérarchie, quand le gouvernement central détourne les fonds destinés à la réalisation des projets? Il ne peut rien réussir. Est-ce que c'est à lui qu'on doit formuler des reproches? Honnêtement, je ne le pense pas. Honnêtement, je ne le pense pas. Ce n'est pas un problème de Daniel Bumba. Nicolas Kazadi a tout dit, noir sur blanc. Laissez le gouverneur des provinces en paix. Okay. Il n'a pas de moyens, d'après ce que dit le gouverneur, l'ancien ministre des Finances. Il a dit que c'est à ce niveau-là des responsabilités que les fonds sont détournés. Voyez-vous, pour aller encore plus en détail, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs cas de détournement des deniers publics dénoncés par les dirigeants dans l'actuel régime. On n'a pas encore entendu le nom de l'actuel gouverneur être cité. Ça veut dire que c'est une victime. C'est-à-dire que c'est une victime. Mais par où passent les fonds destinés à la construction ou à la réparation des routes? Par où passent les fonds destinés à la réalisation des grands projets? Quand nous sommes ici à Kinshasa, nous nous déplaçons difficilement parce qu'il n'y a pas de routes. Et que vous apprenez que l'urgence pour le gouvernement, c'est de construire une prison pour 3000 personnes à Kisangani. Mais c'est grave, madame. Une prison pour 3000 personnes, quand les 12 millions d'habitants de Kinshasa souffrent. Ils ne savent pas se déplacer. Et ce sont des provinces qui s'évident. Hein? Les provinces s'évident. Nos compatriotes qui aussi ont du mal à vivre à l'intérieur du pays viennent à Kinshasa. Mais l'urgence devrait être normalement d'arranger les routes. C'est ainsi que je me pose souvent la question. Qu'est-ce qu'ils se disent dans les réunions du Conseil des ministres? Quand chaque ministre considère son secteur comme prioritaire, quel est le rôle que joue le président de la République, chef de l'exécutif? Quel est le rôle que joue le Premier ministre, chef du gouvernement? Vous entendez le ministre, quand il s'exprime, qu'est-ce qu'ils disent? Pour eux, c'est chaque ministre avec son ministère. Pour eux, c'est chacun avec ses priorités. Il ne s'agit plus des priorités du pays. Il ne s'agit plus des priorités des Congolais.
il s'agit des priorités des ministres sectoriels et ils s'arrangent pour détourner les fonds publics. Alors, selon vous, Maître Latodia, aujourd'hui, on a d'un côté la situation sécuritaire, mais aussi la vie qui devient de plus en plus un peu dure à Kinshasa. Pour plusieurs personnes, Kinshasa est devenue invivable. À ce jour, quelles doivent être les priorités du gouvernement? Les priorités du gouvernement doivent être de ne plus détourner les fonds publics, madame. Ne plus détourner les fonds. Tout. Mais ils rejettent en bloc. Personne n'accepte que des fonds sont détournés. Personne. Même les gens de la famille politique de Félix Antoine Tshisekedi ont contredit Nicolas Kazadi pour dire que c'est pas vrai ce qu'il a dit. C'est bien que cela ne soit pas vrai. Alors, exécutez des grands projets. Réalisez des grandes choses. Changez le cours de la vie dans Kinshasa et partout au pays. Parce que les moyens, nous les avons. Ils disent que... Toujours des millions. Voilà. Ils disent que ils ont maximisé les recettes. Ils disent qu'il y a suffisamment d'argent dans la réserve d'échange. Ils disent qu'ils travaillent bien. La réserve d'échange est devenue stable, la monnaie est stable, mais on ne le sent pas dans le vécu quotidien des Congolais. Tout trouve sa réponse dans les déclarations de l'ancien ministre des Finances, madame. Ils détournent les deniers publics. Ils mettent les gouverneurs des provinces, pas seulement celui de Kinshasa, mais ceux de partout, en difficulté de pouvoir réaliser des grands travaux pour la faveur des Est-ce que, avant de prendre ce deuxième dossier, Maître Arlette Odia, est-ce que là, vous êtes en train de reprocher également les élus du Kasaï oriental qui, aujourd'hui, ne veulent plus du gouverneur, qui est notamment reproché la mauvaise gestion des détournements, le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouéboué, si je ne me trompe pas, oui, qui aujourd'hui est mal aimé maintenant de ces J'ai appris qu'il serait inquiété à cause de la gestion opaque d'une somme de 1 million, peut-être 1 million de dollars. Voilà la somme dont on parle pour une ville. Mais quand il faut construire une prison, on vous parle de 51 millions. 51 millions de dollars pour un ministre. 1 million de dollars pour un gouverneur des provinces. Madame, vous sentez comment c'est déséquilibré? Vous voyez la charge et la responsabilité d'un gouverneur des provinces. Et ce sont des biscuits comme ça, l'argent pour les biscuits et les cacahuètes, qui sont mis à la disposition des gouverneurs parce que les membres du gouvernement central et la plus haute hiérarchie du pays, ils sont en train de se partager l'argent, d'après ce que dit Nicolas Kazadi. C'est grave. Je pense, pour ma part, que les élus au sein des assemblées provinciales, les compatriotes, les administrés dans les différentes provinces, ils doivent laisser les gouverneurs tranquilles. Les gouverneurs n'ont pas de moyens. Tout l'argent est détourné au niveau du gouvernement central. Nicolas Kazadi l'a dit et personne ne l'a contredit. Madame, Messieurs, place à présent à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Sa réaction fait suite aux propos sur les réseaux sociaux des Pero Luara, un journaliste fugitif qui accuse le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, d'avoir détourné 19 900 000 dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Des fausses accusations d'après Maître Willy Kassongo, qui estime que Pero Luara est loin de renoncer à ses manières usuelles d'agir. Selon lui, ces journalistes fugitifs veulent tout simplement saper les réformes courageuses mises en œuvre par le ministre d'État et ministre de la Justice actuel en RDC. En effet, son analyse sur les prétendus détournements est claire. À l'en croire, la construction des marchés ou des travaux d'une nouvelle prison et ou des maisons d'arrêt à Kinshasa ou en province a été décidée par le gouvernement lors de la 21e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 8 novembre 2024. L'entrepreneur en charge de travaux a été exceptionnellement sélectionné de gré à gré, conformément à la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010, relative au marché public, au regard de l'urgence sécuritaire et de la nécessité de désengorger les prisons. Concernant l'approbation du dit marché par la première ministre, voici ce que dit l'article 20 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel des procédures de marché public.
Les contrats de marché public font l'objet d'une approbation conformément au décret fixant les modalités d'approbation des marchés publics. Conformément au décret susmentionné, le refus d'approbation des marchés est notifié à l'autorité contractante dans un délai ne dépassant pas 10 jours calendaires. À défaut d'une décision expresse, le silence de l'autorité approbatrice vaut acception. L'acte d'approbation valide le marché et lui confère le caractère définitif exécutoire et exigible. Pour garantir la transparence financière, le ministre de la Justice avait préconisé, tel que précisé dans la réponse d'éclairage apportée à l'enquête de la CNRF, avoir mis en œuvre des mesures drastiques de contrôle et de sauvegarde impliquant les instances de contrôle technique et financière, à savoir le ministère des Travaux publics et l'Inspection générale des finances. En droit pénal congolais, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation. Ainsi, à la lumière des éléments de réponse ci-dessus, nous pouvons affirmer qu'il n'y a ni détournement des deniers publics, ni concussion, ni tentative, car toutes les exigences légales ont scrupuleusement été respectées par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau, Maître Constant Moutamba. A conclu donc Maître Willy Kassongo, dit à Quitator. Contrairement aux prédictions négatives des détracteurs, et contrairement aux initiatives multipliées par les frondeurs pour faire échec à la réunion de séjour à l'hôtel Campeski, à l'exemple d'un communiqué sur les réseaux sociaux signé par un des secrétaires généraux adjoints de l'UDPS ayant choisi la rébellion des Obizibou pour démobiliser les élus sur la liste du parti présidentiel, il est à peine 19 h lorsque le secrétaire général faisant office de président de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya, fait son entrée dans la salle de réunion remplie à craquer et donne une poignée de main à chacun et à chacune de ses convives. Il faut avant tout dire que c'est une rencontre qui a été ardemment sollicitée auprès du chef de file du parti au pouvoir par les élus pour discuter de manière approfondie des questions vitales en rapport avec la bonne marche de cette dynamique, première force politique au sein du Parlement. Nous avons jugé bon de nous réunir ce soir, de se parler en famille. En un bon démocrate, Augustin Kabouya a accordé la parole aux élus pour des propositions à cet effet. Oui, merci. Et c'est avec délicatesse que toutes les questions, y compris celles considérées comme des questions tabous, ont été abordées. Mon communiqué était très clair. Toutefois, le secrétaire général faisant office de président de l'UDPS n'a pas manqué d'insister sur le fait que la mosaïque de l'UDPS n'a été créée que pour des raisons de stratégie électorale. Les regroupements issus de cette mosaïque ne devront pas se comporter comme de partis politiques à part entière, au point d'ignorer les orientations du parti présidentiel. La politique de mosaïque, c'est une stratégie. Après les élections, tout le monde rentre au parti. Très d'accord avec Monabouté, un des intervenants dans la salle estime qu'aucun élu ne peut prendre l'initiative d'intégrer un mouvement politique qui n'est pas reconnu par son regroupement politique. Nous ne sommes pas des électrons libres. En toutes circonstances, nous devons nous référer au patron de la plateforme, la haute autorité politique de référence du parti, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a martelé l'honorable Augustin Kabouya. Ce dernier a exhorté les élus majoritaires au Parlement à toujours vérifier chaque information trouvée sur les réseaux sociaux avant de prendre une initiative quelconque. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle la première force politique. Le maître des séants a par ailleurs tenu à féliciter ces nombreux élus qui, par leur présence dans la salle, ont infligé une leçon à un non-élu, de surcroît candidat malheureux aux législatives, qui s'est obstiné à donner des instructions aux députés sur la liste du parti présidentiel, en usurpant la qualité du chef de l'exécutif du parti UDPS. Oui, c'est très important. En tout état de cause, c'est la légitimité qui triomphe face à la fronde. Le président du parti promet de rencontrer dans les heures qui suivent les présidents des groupes parlementaires en vue de préparer la prochaine réunion. Et c'est vers 22 h passées que la réunion se clôture dans un climat de solidarité doublé d'une ambiance décontractée. Voilà, vous êtes le chef de l'État, Yohanna. Alors, Maître Arlette Odia, le 17 mai, une journée chômée et payée en République démocratique du Congo, que vous rappelle cette date? C'est la date de l'entrée de l'AFDL.
Et ça me rappelle le couronnement d'un combat. Un combat mené pas seulement par certains citoyens, mais aussi par tout l'ensemble des citoyens. Pourquoi je le dis? Parce qu'à l'entrée de l'AFDEL, on a vu le compatriote accueillir chaleureusement ce qui est arrivé. En même temps, je pense à ce que disait Mouzé. Et qu'est-ce qu'il disait? Mouzé Kabila a dit qu'il avait été accompagné par les forces étrangères. On entend leur nom même dans la chanson Tukfapona Congo. Hein. On cite la Namibie, Zimbabwe, tous ces pays-là qui ont accompagné Mouzé pour faire partir le maréchal Mobutu et mettre fin à la dictature mobusienne, comme ça. C'est comme ça qu'on appelait ça. Mais le souci de Mouzé était que les Congolais, désormais, qu'ils se prennent en charge. Que l'on n'ait pas toujours besoin de l'accompagnement des forces étrangères pour résoudre nos problèmes. Cela a été répété plusieurs fois par le président Joseph Kabila. Surtout quand il parle des élections de 2018. Il dit que nous allons les financer sur fonds propres. Et ça a été fait, le cas. Ça a été le cas. Félix Tshisekedi arrive président de la République. Il dit aux problèmes africains et les solutions africaines. Aux problèmes congolais, des solutions congolaises. C'est limite pas là. Il dit encore que plus jamais on ne parlerait du Congo sans les Congos. Plus jamais on ne parlerait du Congo sans les Congolais. Mais aujourd'hui, on parle du Congo sans les Congos à Doha. On parle du Congo sans les Congos au Togo. On parle du Congo sans les Congos aux États-Unis. On parle du Congo sans les Congos un peu partout, madame. Ça, à Doha, les Congolais se retrouvent autour d'une table avec l'AFC M23. Mais tout simplement pour les conclusions. Mais tout le travail est fait par le processus, les Congolais ne sont pas là. Mais ils ne sont pas là. S'ils étaient là, on aurait déjà avancé. Ah bon? Et pourquoi aller parler de ces choses en dehors de nos frontières quand la RDC peut servir des cadres pour résoudre les problèmes des Congolais? Ça, c'est une paire des manches. La seconde paire des manches, c'est que le président Félix Tshisekedi fait de cette journée la journée du soldat congolais. Mais comment vit le soldat congolais aujourd'hui? On a vu quand même leur solde être augmenté. Au point de pouvoir résoudre leurs problèmes sociaux de base. Ça peut pas y aller progressivement. Madame. On a fait un pas, un deuxième pas qui perd. Quand un ministre sait détourner 51 millions, vous voulez trouver normal que les Congolais, le policier ou soldat, qu'on ne lui ajoute que 100 000 francs sur sa solde? Pourquoi on doit être autant insensible? La journée d'hier, c'était la journée du soldat congolais. Et aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a été donné aux soldats congolais? Comment leurs enfants vivent? Ils ont créé les réservistes qu'on appelle communément Wazalendo. Aujourd'hui, ces Wazalendo sont en train d'attaquer les éléments des FARDC. Voyez comment les éléments des FARDC sont tombés à Goma, à Bukavu, lors de la prise du territoire par l'AFC et le M23. Ils sont insensibles. Mais qu'est-ce que les autorités du pays font de cette date du 17 mai? Mais Maître Arlette Oudia, mais on a quand même vu Félix-Antoine Tshisekedi fournir beaucoup d'efforts dans ces secteurs-là, essayer un peu de mettre les hommes en uniforme dans les conditions qu'il faut pour honorer quand même le travail qu'ils sont en train de faire. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup qui reste à faire, mais vous ne voyez pas quand même en Félix-Antoine Tshisekedi la volonté de faire mieux? C'est pas vrai. C'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. Les militaires souffrent. Vous voulez dire que tout ce que nous voyons, c'est une mascarade ou Non, ils disent eux-mêmes qu'ils sont en train de souffrir, madame. Et nous le vivons. Nous vivons cela. Vous savez, à une certaine époque, la garde républicaine, elle donnait l'image des militaires accomplis.
on ne pouvait même pas s'approcher de ces militaires-là. On avait tellement l'impression qu'ils étaient comblés, qu'ils avaient un peu de tout. À l'époque où on les appelle Mwanamura. Quand ils gardaient la RTNC, ils gardaient le mausolée, on ne pouvait pas voir les militaires de la garde républicaine quémander comme tous les autres citoyens. Mais aujourd'hui, qui représente encore les éléments de la garde prestigieuse garde républicaine? Rien. On voit les éléments de la garde républicaine pendant la journée porter la tenue militaire, la tenue des services, et autour de 18-19 heures, se convertir en taximen des motos pour combler le besoin. J'en connais plusieurs. J'en connais plusieurs qui sont à la fois éléments de la garde républicaine et motards. Mais qu'est-ce qui peut le pousser à ne pas le faire? Parce qu'il a besoin d'argent. C'est pas tous les militaires. Les deux bouts du mois. C'est pas tous les militaires. En charge sa famille correctement. C'est pas tous les militaires qui sont brigands. C'est pas tous les militaires qui sont prêts à tuer pour avoir de l'argent, qui sont prêts à mentir, à voler pour avoir de l'argent. Ou encore à quémander. Ou encore à quémander. Il y en a qui veulent vivre leur vie dignement, tout en étant militaire, même au plus bas échelon. Mais comment les faire si le salaire n'est pas décent? Comment les faire quand tous les fonds vont dans les poches des individus? Ne parlez pas des individus. Ça va dans les poches des membres du gouvernement, des hauts placés de la République. Et eux, ils sont en train de souffrir. Alors, parlons quand même de cette journée. On peut aussi penser à ces hommes en uniforme d'un côté. Ces derniers temps, ça devient presque chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, où on enregistre toujours des cas, des violences. À la base, ce sont les hommes en uniforme, la nuit avec ces véhicules ici qu'on appelle cabassélés, ces gens qui commettent quand même beaucoup des bévues à l'endroit de la population, alors que la police est censée sécuriser la population et leurs biens. Aujourd'hui, on ne comprend plus ce qui se passe maintenant. La police est censée sécuriser la population et leurs biens. Mais quand les pouvoirs centraux les placent dans les conditions de bien faire ce travail-là. Ah, ils ne sont pas aujourd'hui dans les conditions de bien faire le travail. S'ils étaient dans les conditions de bien faire le travail, ils ne seraient pas en train d'utiliser la tenue, les armes pour faire du mal aux compatriotes. Allez-y dans les prisons militaires, Andolo, même au CPRK. Posez la question à ceux qui sont là. Ceux qui sont sincères vont vous dire que c'est à cause de la misère, c'est à cause du fait que mon chef avait volé, avait détourné mon argent, que moi aussi j'ai essayé de chercher l'argent par un autre mécanisme. Madame, mettons-nous à la place de nos policiers, mettons-nous à la place de nos militaires. Ils sont en train de travailler dans des conditions difficiles. Ils voient leurs fonds être détournés impunément. Impunément. Donc, que faut-il faire? Parce qu'il n'y a plus la confiance entre la population et les hommes en uniforme. Mais c'est à cause du détournement des deniers publics au sommet de la République. L'argent n'arrive plus à la base. L'argent n'arrive pas à la base. Et maintenant, ce sont des policiers et des militaires qui vont se rabattre sur les pauvres citoyens. C'est grave. Et dans l'insensibilité totale de ceux qui dirigent, de l'autorité politique. Cela est grave. Mais au-delà de ce fait, il y a aussi que les autorités ne donnent pas un exemple à suivre à ceux qui sont leurs gardes. On a vu les éléments de la garde de la première ministre s'en prendre à un policier jusqu'à ce que mort s'en est suivi. Mais il n'y a pas eu d'exemple, des bons exemples ou une interpellation. Pour preuve, quelques semaines après, on a vu encore les éléments de la garde d'une ministre s'en prendre encore à un autre citoyen.
Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'interpellation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il n'y a pas eu des discours moraux pour conscientiser. Ça devient quand même une situation inquiétante pour la population. Ça devient inquiétant. À une certaine époque, les policiers, ils étaient plus ou moins courtois, plus ou moins accueillants, humbles, plus ou moins humbles. Et créer toujours cette atmosphère de confiance. De confiance avec les citoyens lambda ou même avec les avocats lorsqu'on va défendre nos clients. Aujourd'hui, nous sommes agressifs. Aujourd'hui, c'est un homme en uniforme qui insulte. Agressifs les uns envers les autres. L'autorité politique ne sert plus d'exemple. Il n'y a plus de discours moraux, comme je venais de le dire, des séances de conscientisation. En même temps, ces policiers, ils ont des armes, ils ont la tenue militaire. Lorsqu'ils se retrouvent entre eux, face à des compatriotes sans défense, ils font quoi? Alors, ils abusent que faut-il de leur faire position. aujourd'hui pour relever ce défi? Il faut tout simplement que ceux qui nous dirigent arrêtent de détourner les fonds publics. Ah, donc la solution aujourd'hui, c'est arrêter le détournement. Tout tourne autour de l'argent. Il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de renforcement de capacité. Il y a eu suffisamment de réformes. Vous donc savez, la solution... avant que le président Kabila ne fasse remise et reprise avec son successeur, il y a eu plusieurs réformes, surtout dans l'armée et la police. Il y a beaucoup de lois de programmation. Il y a eu beaucoup qui s'est fait pour qu'aujourd'hui, que ce ne soit que des fonds, que ce ne soit que de l'argent et des moyens financiers qui suivent, de sorte à améliorer et la vie des policiers et militaires et leurs conditions de travail. À partir de ce moment, il y aura des bons rendements. Alors, Maître Arlette Odiane, votre avis en tant que femme de droit? Aujourd'hui, le peuple congolais va quand même se rappeler de l'affaire Dolly Makambo. Cette affaire qui a conduit même ce ministre en prison. Et aujourd'hui, il y a une certaine opinion qui estime que c'est le même contexte avec l'affaire aussi Judith Suminwa. Mais dans le cas Judith Suminwa, seuls les hommes en uniforme ont été condamnés. Maître, ce fait, affaire Fiston Kabila, vous en tant que femme de droit, qu'est-ce que l'opinion aujourd'hui peut retenir de ces deux procès? Autant que j'avais pensé que le bourgmestre Dolly Makambo ne devait pas être condamné dans ce procès-là, je pense aussi que la première ministre ne peut pas être poursuivie ou condamnée pour les faits qui sont similaires. Donc déjà, les faits sont similaires. Pour moi, les faits sont similaires. Alors, si aujourd'hui, la première ministre ne peut pas être condamnée ni poursuivie, c'est que Dolly Makambo également ne devait pas... Voilà, on ne devait pas poursuivre Dolly Makambo. Je l'avais dit autrefois. Mais non. Un règlement de compte dans le cas Dolly Makambo? C'était un règlement de compte, ça c'est clair. Okay. Et puisque nous dépendons tous de l'être suprême, qui est notre créateur, il a arrangé les choses pour que les mêmes faits se commettent, et cette fois-là, par le Premier ministre. Pour que les Congolais comprennent que nous sommes en train de subir Dieu a arrangé les choses. Dieu a arrangé les choses. Pour que les Congolais comprennent que l'on subit une injustice. Que les Congolais comprennent que la loi et le droit est appliqué selon que vous êtes au pouvoir ou avec ceux qui sont au pouvoir, et selon que vous n'êtes pas avec ceux qui sont au pouvoir. Cette injustice, cet arbitraire, ça doit s'arrêter. Ça, c'est sur les plans de droit. C'est sur le plan de la responsabilité pénale. Mais la responsabilité civile, elle est là. Le Premier ministre ne doit pas attendre le procès pour s'impliquer de sorte que la victime soit enterrée, de sorte que la famille de la victime soit indemnisée. Est-ce qu'elle a besoin, on a besoin de la fin de ce procès avant que notre compatriote, le policier, repose vraiment en paix? On a déjà trouvé la mort dans l'exercice de ses fonctions. On lui a déjà retiré la vie. Mais au moins qu'on garantisse la survie de ses enfants, de son épouse, de ceux qui dépendaient de ce travail. Ça, ce n'est même pas question de procès ou pas procès. Je l'ai dit ailleurs, je le répète ici.
Il y a une famille d'un policier en train de croupir dans la misère. Ils sont dans un terminal. J'ai appris que ce serait un Kassaïen. Vous savez que dans cette culture-là, les gens sont par terre, jusqu'à l'enterrement de la victime. En tout cas, ils doivent faire quelque chose, pas détourner les fonds jusqu'à ce point-là, au point de ne pas indemniser une victime que tout le monde a vu pratiquement perdre la vie. Madame, Messieurs, place à ce dossier. Nous allons parler de l'affaire Matata Mponyo, l'affaire Joseph Kabila Kabange. Que dit la loi face aux procédures ou à la procédure déjà déclenchée au niveau de la Chambre haute du Parlement? Ils ont fait peut-être mal la lecture de l'alinéa 4 de l'article 107 de la Constitution, parce que cet alinéa n'est applicable que lorsqu'on est encore dans la phase préjuridictionnelle. Retenez que dans cet alinéa, il est dit que la chambre parlementaire à laquelle appartient le parlementaire peut suspendre la détention ou la poursuite. Or, ici, il n'est plus question de détention. Détention, c'est le chapitre 3 du Code de procédure pénale. Les articles allant de 27 à 52. Alors que nous sommes devant une juridiction de jugement qui doit se prononcer sur les griefs. Donc, ici, il n'y a pas question de poursuite. Donc, la Cour constitutionnelle est en train de juger. Donc, et si jamais la Cour constitutionnelle n'acquittait pas, parce qu'elle a la possibilité d'acquitter l'honorable professeur Matata Mponyo, tout comme elle a la possibilité de retenir les charges pénales et le condamner à une peine que déterminera souverainement la Cour constitutionnelle. Si nous prenons donc le dernier aspect que la condamnation est retenue, l'Assemblée nationale ne peut pas suspendre parce que là, il n'y aura pas détention, il n'y aura pas acte de poursuite, il y aura seulement un arrêt de condamnation dont l'exécution doit être poursuivie. Or, l'article 151, alinéa 2 de la Constitution interdit au pouvoir législatif auquel appartient l'Assemblée nationale de faire obstruction à l'exécution d'une décision de justice. Donc, ceux qui pensent qu'au niveau où une juridiction de jugement est en train de statuer, le juge ne poursuit pas. Celui qui poursuit, c'est le parquet. C'est le procureur qui poursuit. Une juridiction de jugement juge. Et lorsqu'elle rend sa sentence, cette sentence, sous réserve de voie de recours, si c'est prévu, aucun pouvoir, ni exécutif, ni législatif, ne peut faire obstacle à une décision prononcée par une juridiction de jugement. Comme annoncé, la Chambre haute du Parlement a abordé ce jeudi 15 mai l'examen du réquisitoire de l'auditeur général de FRDC afin d'obtenir la levée des immunités de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange, accusé de plusieurs infractions, entre autres la participation au mouvement insurrectionnel, la trahison et la participation à des crimes de guerre. Tout a commencé par la lecture du réquisitoire de l'auditeur général de FRDC et de quelques articles de la Constitution, ainsi que quelques dispositions du règlement intérieur du Sénat. Au plan interne, un faisceau de preuves indique nettement que la coalition M23/AFC bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Fort de ce soutien, la coalition précitée sème morts, massacres et pillages dans les provinces du Nord Kivu
et du Sud Kivu. Ne pas tirer toutes les conséquences en droit des comportements ostensiblement affichés par le sénateur à vie précité constituerait une violation flagrante de la Constitution. Ensuite, un huis clos va être décrété par le président du Sénat. Chers collègues, vous venez de suivre la lecture des deux réquisitoires ainsi que des articles de la Constitution et du règlement intérieur. Et sur ce, je décrète un huis clos. Reste à savoir si les immunités de l'ancien chef de l'État seront levées ou pas. La suite de ces dossiers dans les heures qui suivent. Alors, madame, messieurs, cette affaire qui implique le ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, qui est encore innocent, hein, mais parce que on en parle, Maître Arlette Odia, l'affaire Constant Mutamba. L'homme qui a dit un jour à la première ministre, Nazoka, je vais le dire comme les Quinois le disent, hein, solo il y a détournement. L'odeur du détournement ici, là. Alors, comment vous avez reçu ou perçu cette affaire qui implique le ministre Constant Mutamba dans un détournement de 51 millions de dollars américains? Ils sont direct 51 millions de dollars américains destinés à l'indemnisation des victimes de cette affaire avec l'Ouganda à Kisangani dans la province de la Chopo. Voilà. Madame, nous avons tous appris sur les médias la manière dont le dossier a été géré, déjà la manière dont la priorité a été choisie. Cela a choqué les Congolais. Comment, pour une population qui croupit dans la misère la plus noire, la population de la grande province orientale, ou précisément celle de la Chopo, qu'il y ait des fonds pour indemniser les victimes et que l'on dise que 51 millions de dollars doivent être destinés à la construction de la maison d'arrêt pour 3000 détenus. Ça, c'est grave. Avant de parler des détournements, parlons de la priorité telle qu'elle a été choisie. Ça, c'est pas une priorité. Ça, c'est quelle façon de choisir une priorité? C'est quelle façon de choisir une priorité? Peut-être que pour Constant Mutamba, c'est vraiment ça la priorité. Pour 3000 personnes. Une maison d'arrêt pour 3000 personnes. Ça doit coûter 51 millions de dollars. Ça, c'est grave. Dans le respect des normes, de standing, parce qu'aujourd'hui, on parle des normes de standing international. Oui, d'accord. Mais pour 3000 personnes, 51 millions de dollars. C'est d'abord ça tous les départs. C'est ce qui a scandalisé mes compatriotes. 51 millions de dollars pour une maison d'arrêt de 3000 personnes. Peu importe les standards. Mais les grands hôtels ici à Kinshasa, ce n'est pas avec 51 millions de dollars qu'ils ont été construits. Renseignez-vous. C'est grave. 51 millions, c'est beaucoup d'argent. Nous avons des autorités qui ne définissent pas bien les priorités des Congolais. Ça, c'est d'abord très grave. Pas seulement pour le ministre de la Justice, mais pour le gouvernement et l'exécutif dans son ensemble. À ce niveau de responsabilité, ce n'est pas que l'affaire du ministre, c'est l'affaire du gouvernement. L'affaire du gouvernement Souméno. C'est l'affaire du pouvoir exécutif. C'est très grave. Ça nous renvoie encore à rappeler les déclarations de l'ancien ministre des Finances. Cet argent n'était destiné qu'au détournement. À voir comment le marché a été accordé, de gré à gré, dans la violation des règles applicables en la matière. Un compte bancaire ouvert aujourd'hui, demain c'est 19 millions qui atterrit dans le dit compte. On a vu tellement des correspondances. C'est très grave. Il semblerait même que ce compte a été géré par le ministère. C'est grave. Le ministre n'a pas fait que ça. Vous l'avez vu en chair et en os. En chair et en os. Au siège du parti politique PPRD. Pour venir exécuter
Un déguerpissement sans jugement. Ah, c'est un déguerpissement sans jugement? C'était un déguerpissement. Ah bon? Sans jugement. Et on va se rappeler qu'en son temps, cette parcelle appartenait à Maman Sifa. Elle lui appartient toujours, mais... Ah, mais on a dit que c'est une personne aujourd'hui qui a... C'est une parcelle qui appartenait à un citoyen. Non, c'est pas vrai. Vous avez lu, non, l'historique de cette parcelle-là. C'est pas vrai. Mais même dans cette hypothèse-là, qui dit vrai dans cette hypothèse-là, il faudrait quand même qu'il y ait un procès. Il faudrait quand même qu'il y ait un procès. Vous êtes réveillé un bon matin, le PPRD s'est réveillé un bon matin et il voit que... Mais il y a un communiqué du ministre de la Justice, non, où il dit que dans quelques jours, nous allons procéder à la récupération forcée de cette parcelle. Mais parce qu'il semblerait qu'on a envoyé plusieurs fois des documents auprès du PPRD, il n'y a pas eu de réaction. Pourquoi vous parlez d'il semblerait? C'est parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Sinon, toutes ces correspondances seraient sur la place publique. Vous voyez un peu comment le ministre de la Justice se comporte. Que ce soit pour la construction de la maison d'arrêt de Kisangani, dont le montant colossal a dérangé l'opinion dans son ensemble, mais aussi dans ce qu'il a fait pour nous expulser. C'est grave. Mais pour moi, la responsabilité première, c'est au chef de l'exécutif. Ça se passe aussi sous ses yeux, madame. Sous ses yeux. Toute cette arbitraire, toute cette injustice, c'est sous ses yeux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Absolument rien. Qu'est-ce que nous devons faire en ce moment-là? Conscientiser l'opinion publique, sensibiliser l'opinion publique sur les désaveux. Le peuple congolais doit désavouer nos dirigeants. Désavouer qui? Nos dirigeants, à commencer par le chef de l'exécutif qui est le président de la République. Ah bon? Comment ils définissent leurs priorités? Pourquoi ils ne font que détourner les fonds publics destinés à la réalisation des grands projets? Pourquoi? Au point d'indigner l'ancien ministre de la Justice. Vous l'avez des Finances. Vous l'avez suivi, non? Et aujourd'hui, si on désavoue Félix-Antoine Tshisekedi, alors qui viendra? Le pays va rester comment? Alors qu'il y a une situation inquiétante aussi, c'est la situation sécuritaire des provinces qui restent toujours jusqu'à ce jour occupées par les rebelles. En fait, désavouer ne veut pas dire déchoir. Désavouer veut tout simplement dire qu'on ne compte plus sur vous. Mais on ne va pas compter sur lui, alors pourquoi il va rester là? Ça, c'est une autre démarche. Donc, il faudra commencer par le désavouer et puis après, le faire partir. C'est ça la logique la plus simple. Vous ne pensez pas que ça sera encore un autre chaos en RDC parce que le pays qui va suivre pour le récupérer, les pays... Vous pensez qu'on n'est pas dans le chaos? Ah, on dit que le pays n'est pas dans les chaos, il n'y a pas de crise. Mais pourquoi on parle de détournement de tous ces fonds? Pourquoi ça dérange l'opinion? Vous savez que si les Congolais mangeaient à sa faim, s'il pouvait se déplacer facilement, qu'on lui dise qu'il y a un ministre qui a détourné... Ça ne va rien lui dire. Non, ça va rien lui dire. Parce qu'il dira que bon... Je mange. Entre-temps, moi, je vis bien. Je vis paisiblement. Pourquoi les Congolais s'offusquent? Pourquoi ils s'énervent quand ils apprennent toutes ces séries de détournements? C'est parce qu'ils vivent mal. Ça fait quand même mal, hein? Ça fait quand même mal les millions qui sont détournés matin, midi, soir. Les Congolais ne vivent pas décemment. Vous voyez, la conséquence, c'est qu'il faut désavouer les dirigeants et continuer à sensibiliser pour un changement de régime. L'affaire Joseph Kabila Kabange, que dit la loi? Bon, est-ce qu'il faut seulement parler de la loi? Le président Joseph Kabila, c'est un politique. Ceux qui dirigent le pays, ils sont d'abord politiques. Donc, il faut examiner cette question-là sous un angle politique plutôt que sous un angle juridique. Non, mais parce qu'aujourd'hui, les juristes, vos collègues, s'appuient sur la Constitution et la loi portant un statut des anciens présidents de la République. Joseph Kabila, aujourd'hui, on est en train de débattre au niveau du Sénat pour lever ses immunités. Alors, au sein de l'opinion, la population ne sait plus comprendre qui dit vrai. Certains soutiennent que les immunités de Joseph Kabila doivent être levées en tant que sénateur à vie.
D'autres disent non, la procédure n'est pas respectée. On ne peut pas demander les levées des immunités de Joseph Kabila Kabange. Il faudra réunir le Congrès. D'autres disent non, les faits reprochés à Joseph Kabila aujourd'hui, collaboration avec les rebelles, crimes contre l'humanité, tout ça, on veut avoir la position de Maître Arlette Odia, qui est également une femme de droit. Madame, j'entends les gens dire que on doit juger le président Joseph Kabila tout simplement comme sénateur. Il y en a d'autres qui pensent que, étant un ancien président de la République, c'est plutôt la loi portant protection des anciens présidents de la République qui doit s'appliquer. Pour moi, la Constitution et la loi portant statut de l'opposition, la loi portant protection des anciens chefs de l'État, ça ne peut pas se dissocier. Ça doit marcher ensemble. Et ça se complète en fait. La Constitution, c'est une loi fondamentale. J'ai entendu M. Mbata, le député, dire que la Constitution ne prévoit pas qu'il soit jugé. Bon, en tout cas, il a parlé de la Constitution. Voilà ce qu'il a oublié, c'est que la Constitution est une loi fondamentale. C'est de cette loi fondamentale que naissent d'autres lois, et ces lois viennent apporter de l'éclaircissement sur ce qui a été dit dans la Constitution. Ça vient en fait organiser les matières évoquées dans notre Constitution. On ne peut pas parler de la Constitution sans faire allusion à cette loi. Voilà, sans faire allusion, sans finalement faire appliquer la loi portant statut de l'opposition. Est-ce que c'est pour cette raison que le ministre même, quand il rapporte la démarche de la haute cour militaire, il dit en combinaison il prend les articles de la loi en combinaison avec la Constitution de la République démocratique du Congo? Vous savez, je vais vous parler de ce que je pense sur cette question. À partir du moment où le réquisitoire de l'auditeur général des forces armées congolaises a été lu par le bureau du Sénat, je considère que la situation a évolué. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, on vous disait que les gens du pouvoir n'ont pas des éléments à charge contre le président Joseph Kabila. Il a fallu que ces réquisitoires soient lus pour que les Congolais s'en rendent effectivement compte. Qu'il n'y a rien? Qu'il n'y a rien contre le président Joseph Kabila. Et comment ça? Autrefois, c'était notre parole contre celle de ceux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas? Ceux qui sont au pouvoir disaient que Joseph Kabila est avec l'AFC, nous qui sommes ses partisans, disions que le président Joseph Kabila n'est pas avec le mouvement AFC M23. Qu'est-ce qui devait nous départager? C'est les faits. Qu'est-ce qui devait nous départager? C'est les éléments des preuves. Aujourd'hui, l'auditeur général a parlé. Il a démontré par A plus B qu'ils partent sur la base des supputations, qu'ils n'ont pas des éléments des preuves. Et c'est ainsi que vous voyez la sympathie des Congolais aller de plus en plus en faveur du président Joseph Kabila. C'est ce qui m'indique que c'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire. Mais quel est l'avantage politique poursuivi par le président Félix Tshisekedi? Ah, il y a des avantages politiques? Absolument. Lesquels alors? Dans toute démarche dirigée contre un haut responsable politique, il y a toujours des avantages politiques poursuivis. De mon point de vue, le président Félix Tshisekedi veut avoir en face de lui des chefs de file, tous condamnés par des décisions judiciaires. Et pour quelle finalité? Voyez-vous, déjà dans sa famille politique, au-delà du président de la République, le chef de file, c'est M. Vital Kamerhe. Il y a un jugement de condamnation contre Vital Kamerhe, quand bien même il a été revu en appel. Il y a un jugement de condamnation contre Vital Kamerhe. Quand vous voyez l'opposition armée
celle-là conduite aujourd'hui par Corneille Nangaa, il y a un jugement de condamnation contre Corneille Nangaa. Dans l'opposition non armée, le chef des files se présente aujourd'hui comme le président Joseph Kabila. Et ils veulent aussi avoir un jugement de condamnation contre le président Joseph Kabila. Pour lui, le président de la République en fonction, ça serait être en face des gens en position de faiblesse. Ah bon? C'est ça la logique. Et par là, il aurait beaucoup plus d'avantages en cas de négociations. Mais malheureusement, en politique, les jugements de condamnation contre les adversaires sont des très mauvais instruments. Ce sont des instruments qui jouent toujours en défaveur de ceux qui ont conduit à l'avènement de ces instruments. Alors, dites-nous alors pourquoi les Congolais aujourd'hui voulaient quand même voir Joseph Kabila Kabange rentrer dans son pays, se retrouver autour d'une table avec Félix Tshisekedi. Ok, la RDC est attaquée, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Nous tenir main dans la main, trouver des solutions. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Joseph Kabila Kabange est toujours à l'extérieur. Vous faites bien de le dire, vous faites bien de le dire. Aujourd'hui, les Congolais souffrent tellement qu'ils ont besoin de la solution à leurs problèmes à tout prix. J'ai vu l'ancien Premier ministre, Bruno Tshibala, appeler à la réconciliation ou à une rencontre entre l'ancien et le président de la République. Comme on l'a vu après cette passation pacifique. Ce n'est pas seulement lui qui veut de ça. Ce sont de nombreux Congolais, tout simplement parce qu'ils ont besoin de paix, ils ont besoin de pain. Mais la démarche du président Félix Tshisekedi déçoit de nombreux Congolais. Mais il y a eu des consultations. Les gens pensaient que Joseph Kabila Kabange devrait venir. Il y a eu des consultations. Mais est-ce que le conseiller spécial du président de la République en fonction est la personne la mieux indiquée pour consulter? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ce n'était pas la personne la mieux indiquée. Mais politiquement, qu'est-ce qu'il pèse? Parce qu'en politique, on parle de poids politique. Qu'est-ce qu'il pèse? Qu'est-ce qu'il représente? Alors, à votre avis, rien. Félix Tshisekedi lui-même devrait appeler Joseph Kabila Kabange? C'est pas ça mon problème. Alors, qu'est-ce qu'il Je suis ici en train de vous dire ce que pense une certaine opinion. Notamment l'ancien Premier ministre. Il l'a dit. Et il y a de nombreux Congolais qui abondent dans le même sens. Moi, pour ma part, je pense qu'il faut tout simplement appliquer la justice et la justesse. La justice veut que toutes ces poursuites-là, qu'elles cessent. Parce que maintenant qu'on a les réquisitoires de l'auditeur général et que l'on se rend compte, voilà les éléments de preuve, c'est monsieur un certain Kuna qui aurait dit ceci, qui aurait dit cela. Voilà, dans une sortie médiatique d'un secrétaire national du PPRD, voilà, il a dit ceci, il a dit cela. Même dans un procès où on table sur les vols d'un coq ou les vols d'une chèvre, on ne peut pas partir sur la base de ce que X a dit ou de ce que Y a entendu pour poursuivre. Et maintenant qu'il s'agit d'un président de la République, un ancien président de la République, vous savez ce que les Congolais avaient voulu entendre? Que l'on ait intercepté une correspondance de Joseph Kabila avec l'AFC. Avec l'AFC où il parle de sa stratégie pour atteindre les autorités à Kinshasa. Mais les Congolais auraient voulu. Les Congolais auraient voulu. Qui confirment que Joseph Kabila Kabange et l'AFC sont vraiment des mèches. En ce moment-ci, il semblerait qu'il y a vraiment des preuves. Les réquisitoires comprennent 9 pages, madame. En matière pénale, c'est les réquisitoires du procureur général qui présente le procès dans son ensemble. C'est le réquisitoire du procureur général ou alors de l'auditeur qui démontre les éléments à charge de la personne. En dehors de ces réquisitoires, il n'y a plus d'autres moyens de prouver aux Congolais que Joseph Kabila est impliqué. Honnêtement, je suis ravie, pas seulement ravie,
mais je suis surtout fière du président Joseph Kabila. Ah, vous êtes fière de Joseph Kabila? Je suis fière de lui. Malgré tout ce qu'on est en train de dire, malgré qui... Donc vous êtes toujours fière de lui? On avait notre parole contre la leur. Ce n'est que les éléments d'épreuve qui pouvaient nous clouer. Ils n'ont pas évolué. Je reviens encore, Maître Arlette, vous dire, pourquoi Joseph Kabila ne rentre pas à Kinshasa pour réunir peut-être ses lieutenants, dire nous devons faire une déclaration, nous devons nous battre parce que la partie Est est occupée. Avant de répondre à votre question, vous savez, pendant longtemps, il est resté silencieux. C'était, je l'ai dit sur votre plateau, parce que c'est un incompris de ceux qui dirigent. Tout ce qui sortirait de sa bouche serait interprété à leur manière, pas à la manière de celui qui parle. C'est ce qui se passe maintenant depuis qu'il a parlé. Mais c'est ça. Quand il dit que le M23, j'ai vu cette phrase. C'est une émanation. Aspiration du peuple congolais. Voilà, c'est à tort qu'il est présenté comme un mouvement anarchique, ainsi de suite. Oui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est effectivement une aspiration du peuple. Vous savez c'est quoi l'aspiration du peuple? Un peuple, quand il ne vit pas bien, sa seule aspiration, c'est de voir le président de la République changer et laisser le pouvoir. Et quand Joseph Kabila a dirigé le pays, l'aspiration, au deuxième mandat, l'aspiration du peuple congolais était que Kabila parte. Parce qu'il y en avait qui disaient qu'il ne vivait plus bien avec M. Joseph Kabila. Président Joseph Kabila, le sachant, à l'élection de 2018, il a présenté un dauphin parce qu'il avait compris que l'aspiration profonde du peuple congolais en ce moment, c'est mon départ en tant que président de la République. Parce qu'il y en a qui pensent que j'ai suffisamment travaillé, je dois laisser une autre personne travailler. Mais non, qu'un rebelle vienne répéter ces phrases-là, ça ne change pas le fait que c'est une aspiration du peuple congolais. On a ici peint la misère des Congolais. Vous pensez qu'ils veulent quoi en ce moment? Quand l'exécutif, le chef de l'exécutif ne dit rien et ne fait rien contre les détournements qu'on venait de citer ici. L'aspiration des Congolais, c'est que Félix Tshisekedi parte et qu'il y ait un autre président de la République. Mais non, que le M23 ait répété cela. Ça ne change pas, on sait que c'est une aspiration du peuple. L'aspiration du peuple, c'est de voir un président de la République répondre aux besoins sociaux de base. Mais pourquoi il s'est attaqué à l'Afrique du Sud, qui pourtant était aux côtés de la République démocratique du Congo dans la partie Est? C'est ce qui inquiète aussi les peuples congolais maintenant. Qui s'est inquiété contre l'Afrique du Sud? Joseph Kabila, quand il s'est adressé pour la première fois, il était contre. Il voulait le départ de l'armée sud-africaine. Il a été président de la République. Alors que il sait que la présence des armées étrangères peuvent parfois aider et parfois être la cause d'une insécurité. En ce moment, c'est vous qui le dites, madame, c'est vous qui le dites. Ils étaient là, les Congolais étaient en train de souffrir. Les Congolais étaient en train de mourir. Ces armées étrangères étaient à l'Est. Pourtant, Goma et Bukavu sont tombés entre les mains des rebelles. Mais quand on dit que vous ne servez à rien, parce qu'en fait, les Congolais meurent, les Congolais souffrent, les femmes sont violées, les territoires sont en train de partir entre les mains des rebelles, puisque vous ne faites rien, vous devez partir. Que Joseph Kabila dise c'est là, on dit non. C'est une preuve qu'il est avec les rebelles. Bon, c'est ce que les gens disent. Quand même. On va prendre ce dernier dossier. On revient sur les dossiers Est RDC. Mus par notre sollicitude pastorale, nous invitons les uns et les autres à adhérer à ce processus pour sauver notre chère nation. Constat. Nous apprécions à leur juste valeur les efforts diplomatiques déployés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que les moyens consentis par le gouvernement pour l'unité et la stabilité de notre pays. Nous reconnaissons le bien fondé et la valeur des différents pourparlers internationaux menés dans l'objectif de ramener la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Cependant,
nous sommes préoccupés du fait que cette crise ne fait que s'accentuer à la grande désolation du peuple congolais. Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, a accueilli ce mercredi 14 mai 2025, sous une ambiance chaleureuse, le lieutenant-général Bonza Milambo Gilles, chef d'état-major général de FARDC. Arrivé par la frontière burundo-congolaise, le chef d'état-major général a été accueilli à son entrée au Sud Kivu par le général de brigade Douni Akashindi Fabien et le général de brigade Mououlumbo Evariste, respectivement commandant de la 33e région militaire et commandant du secteur opérationnel Skola de Sud Kivu. Aussitôt arrivé, le général Gilles Bonza s'est rendu à l'état-major du secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu sous l'acclamation de la population chemin faisant. Cette visite du chef d'état-major général a non seulement réconforté cette dernière, mais aussi rehaussé les morales des troupes sur place, comme démontrent ces images. Oui, comme vous le constatez, la situation est relativement calme ici à Uvira, le chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. La population vague librement à ses préoccupations et les activités se déroulent normalement. Et cette visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a rehaussé les morales des militaires. À l'état-major du secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu, un briefing sur la situation sécuritaire de la province lui a été présenté par les commandants de la 33e région et les commandants secteurs. Aussitôt après, le chef d'état-major général s'est adressé aux officiers du Sud Kivu. Son adresse en 4 points a porté sur le patriotisme, la discipline militaire, la gestion efficace des ressources et la cohabitation pacifique avec les Ouazalendo. D'entrée de jeu, il a félicité tous les militaires pour l'amélioration de la situation sécuritaire sur terrain. Le chef d'état-major général a profité de son séjour à Uvira pour échanger avec les responsables des VDP, les forces vives et la société civile. Il a également visité les blessés de guerre internés à l'hôpital militaire. Avant de quitter Uvira, le lieutenant-général Bonza Milambo Gilles est allé présenter ses civilités au gouverneur ad interim du Sud Kivu, Jean-Jacques Alakam. Alors, Maître Arlette Odia, nous avons vu ce document encore du ministre de la Justice après avoir, après la suspension des activités du PPRD par le ministre de l'Intérieur, ce document du ministre de la Justice impliquant des influenceurs et relayeurs dans le dossier Kabila. Et alors vous, comment est-ce que vous interprétez cette démarche? Madame Nouela, j'ai dit ma toute première réaction quand le président Kabila s'est exprimé et a accordé la première interview après 6 ans de silence, j'avais dit que cette prise de parole va marquer un nouveau départ, à débloquer un autre niveau dans la vie de la nation. Okay? Et ceux qui me suivent aujourd'hui, ils peuvent dire que Maître Arlette avait raison. Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit de voir que nous avons beaucoup évolué. Les mauvaises intentions des gens ont été clairement exprimées. Ah bon? Les réquisitoires de l'auditeur, ça m'a beaucoup soulagée. Le réquisitoire de l'auditeur général contre le président Joseph Kabila, notre leader, m'a beaucoup soulagée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments, madame. Il n'y a pas d'éléments. Pour preuve, voilà les documents du ministre de la Justice. Vous vous dites que ce qui vous scandalise, c'est seulement qu'il y a des frais destinés aux relayeurs, aux réseaux sociaux, aux influenceurs. Moi, ce qui me scandalise le plus, c'est le point 3. Le ministre dit que 70 000 $ doit être destiné à la collection des faits infractionnels. Ça veut dire que le travail s'est fait au niveau du ministre de la Justice. C'est-à-dire que c'est le ministre de la Justice qui collectionne les faits infractionnels à charge du président Joseph Kabila. Si c'était l'auditeur, vous savez qu'il a les frais de fonctionnement, n'est-ce pas? Le pouvoir judiciaire a les frais de fonctionnement. Le pouvoir judiciaire n'a pas besoin de demander des frais supplémentaires pour collecter des infractions. Alors, pourtant, le ministre dit ici
qu'il a besoin de 70 000 pour collectionner les infractions. Si Joseph Kabila n'avait pas parlé, on ne serait pas en ce moment en train de chercher les 70 000 avec autant d'éléments de preuves qui justifient tout simplement de l'acharnement contre sa personne. Mais que viennent faire les influenceurs, les relayeurs dans ce dossier? Mais ils doivent vulgariser l'intention de nuire à l'ancien président de la République. L'intention de nuire à l'ancien président de la République. Et quand vous lisez même le réquisitoire de l'auditeur, vous voyez que on a plusieurs fois les réquisitoires. Jamais on a vu dans un réquisitoire que l'on commença par décrire la situation de l'Est. Je lis ici. Jamais on a vu ça? Non, ça n'existe pas. Directement, on parle des faits, on parle de l'infraction. Ici, quand vous lisez... Alors, mais pourquoi on a encore décrit la situation? Près de 30 ans, notre pays, la République démocratique du Congo est sur son territoire le théâtre des violences. Vous sentez que c'est le langage des acteurs politiques. Vous voyez? Vous sentez que c'est le langage des acteurs politiques. Maintenant, quand vous tombez sur le document du ministre de la Justice, alors vous vous rendrez compte que tout le travail a été fait par le ministre de la Justice et que c'est d'autres autorités qui n'ont fait que, comment on dit, entériner, qui n'ont fait qu'entériner. Tout cela ne devrait pas exister. Vous savez, en politique, il faut toujours faire une analyse comparée. Ce que vit le président Joseph Kabila dans son pays a été vécu autrefois par le président Abdoulaye Wade au Sénégal. Il était le mentor du président Macky Sall. À quelques mois de la fin du deuxième mandat d'Abdoulaye Wade, Macky Sall quitte la famille politique d'Abdoulaye Wade. Il va dans l'opposition avec des moyens, avec des partenaires, et il arrive à se faire une opinion dans l'opposition. Il devient président de la République. Aussitôt arrivé un président de la République, il a collé un procès à Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a été condamné et jugé. C'est là que j'ai compris que le procès d'un acteur politique s'est fait dans l'opinion. Si vous me voyez parfois avoir une façon différente de faire la politique, c'est parce qu'en dehors de nos frontières, je me suis beaucoup inspirée de la politique au Sénégal. Voilà. Et heureusement pour moi, le président Abdoulaye Wade était aussi un avocat. Donc, quand il parle, il m'inspire. Quand il parle, je note des choses. Macky Sall l'a fait condamner. Aussitôt, la condamnation avait été levée parce que le peuple était très en colère contre Macky Sall. À ce jour, Abdoulaye Wade, il vit paisiblement au Sénégal, alors que Macky Sall, il est presque en exil et vraiment, je peux dire même désavoué par son peuple. Peut-être que ça va changer avec le temps. C'est ce que je vois aussi le président Joseph Kabila subir une injustice. Mais je ne vais pas beaucoup parler en termes d'injustice. Je pense tout simplement que les instruments politiques que le président de la République veut obtenir, c'est-à-dire des différentes condamnations judiciaires contre les partenaires politiques, ça va le desservir. Et vous savez que quand le président de la République est desservi, c'est le peuple qui va souffrir. Voilà. Alors, Maître Arlette Odia, aujourd'hui, quand vous voyez les actions de Constant Mutamba, connu aujourd'hui comme un produit de Joseph Kabila Kabange, si Constant Mutamba aujourd'hui est connu, en s'entend avec Noger, c'est grâce à Joseph Kabila Kabange. Et aujourd'hui, il est ministre sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi. Ses actions contre Joseph Kabila Kabange, que pensez-vous de tout ce qui est là? Cela ne doit pas vraiment vous étonner que M. Constant Mutamba se soit, d'après votre constat, retourné contre Joseph Kabila. Cela ne doit pas vous étonner parce que c'est comme ça que la politique s'est faite en Afrique et précisément au Congo, surtout avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi au sommet de l'État. Il n'y a pas que ça. On a vu le président Félix Tshisekedi très proche de Kabound, Jean-Marc. Aujourd'hui, ils sont plus ensemble. On a vu, il a même jeté en prison.
Est-ce que vous voulez dire que même si les gens sont Félix proches, Tshisekedi avec Vital Kamerhe, après il a violation, le deuxième a été jeté en prison. Donc cela ne doit pas vous étonner. En parlant de Kabound, en parlant de Vital Kamerhe, est-ce que vous voulez dire que parce qu'ils sont proches, ils doivent fermer, l'autorité doit fermer les yeux face à l'impunité, face aux infractions? Est-ce que c'est ça? Non, les infractions en politique, on les crée. Ah, on les crée. Vous voyez? Donc tout ce qui est reproché à Kabound, reproché à... Celles qui ne sont pas créées, vous verrez les éléments. Vous verrez des éléments pour soutenir les charges retenues contre la personne qu'on accuse. Mais quand c'est fabriqué, ça se sent même dans la présentation des éléments à charge. Ça se sent. Et on a tous une conscience qui nous indique que ceci est fabriqué, cela est correct. J'aimerais encore rappeler la façon de fonctionner du président Joseph Kabila. Joseph Kabila était président de la République et le président du Sénat, c'était un opposant. Ça ne l'avait pas dérangé. Ça n'avait pas non plus dérangé l'opposant parce que chacun pouvait rester dans les limites de ses compétences. Vous voyez? Je n'ai pas vu des procès politiques de condamnation contre les anciens opposants de Joseph Kabila. Si je peux me permettre, un seul procès politique qui a eu lieu à l'époque de Joseph Kabila, c'était le procès contre Moïse Katumbi. Et Lissanga Bonganga, depuis qu'il est parti. Mais ce procès-là n'avait pas connu de jugement. Parce qu'il n'est pas bon d'avoir des jugements de condamnation contre ses adversaires politiques. Il n'est pas bon. Et Kabila le sait. Kabila l'a ainsi vécu. Il l'a ainsi vécu. Jean-Pierre Bemba, il s'est retrouvé, c'était sous le règne de Joseph Kabila. Non, vous parlez du règne de Joseph Kabila, mais c'était à la CPI. Oui. C'était à la CPI. Si tout était inventé par Joseph Kabila, en ce moment, Félix Tshisekedi pouvait aussi inventer des charges contre Kabila et avoir un procès au niveau de la CPI. Je vous ai dit que les créateurs de l'univers organisent tellement les choses pour ramener au clair tout ce que les gens peuvent inventer les uns contre les autres. J'ai noté ces choses de la politique sénégalaise. Je les ai comparées à comment Joseph Kabila a dirigé le pays. Même quand il y a eu un procès politique contre Moïse Katumbi, il n'y a pas eu de condamnation parce que ce n'est pas bien d'avoir des condamnations contre des adversaires politiques qui, à la fin, deviennent des partenaires politiques. Alors, un mot sur le procès Matata Mponyo, un autre procès encore du moment. Bon, ces procès-là, honnêtement, c'est toujours des procès politiques. Des procès politiques, je pense que ça appartient à un autre siècle. Maintenant, là, après que le Congo ait connu de l'alternance et la passation pacifique de pouvoir au sommet de l'État, il ne devait plus y avoir des procès politiques. Et finalement, ceux qui ont géré ne doivent pas rendre compte au peuple congolais lorsqu'il y a eu détournement et autres. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale doit correctement faire son travail. Quand les élus font bien leur travail, à chaque fois qu'il y a des rapages, c'est à l'instant présent. C'est à l'instant présent que ceux qui ont détourné vont répondre de leur détournement. On a vu l'IGF qui était avec Gila Linguete, qui était là, et il y a même des élus qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas bien faire leur travail parce que l'IGF faisait ce que les élus pouvaient faire. Vous savez que les jugements sont rendus au nom du peuple congolais et que ces mêmes peuples, par les jugements, ils agissent au travers les dirigeants de l'appareil judiciaire. Mais par les élections, ils agissent directement. Vous voyez? Quand le peuple a décidé d'une alternance, ça veut dire que non seulement que c'est un mécanisme pour la vivacité de la démocratie, mais c'est aussi le peuple qui a déjà tranché. C'est un jugement. Le peuple a jugé que vous, monsieur Matata Mponyo, vous avez mal géré les fonds qui vous avaient été remis pour les différents projets. Puisque vous avez mal géré, on sanctionne votre régime,
on passe le pouvoir à un autre régime et le pouvoir est passé de la famille politique de Matata Ponyo qui était aussi celle de Joseph Kabila pour la famille politique de Félix Tshisekedi. Maintenant, il faut que ceux qui dirigent avec Félix Tshisekedi dirigent mieux que Matata Ponyo, dirigent pour l'intérêt des Congolais et c'est comme ça qu'on va vivre en paix. Alors, Maître Arlette Odia, c'est complètement fini, mais vous pouvez quand même placer juste un mot sur l'affaire Doha, l'affaire États-Unis, signature de l'accord de principe entre la RDC et le Rwanda. Et on a encore vu la Senko qui a fait une sortie médiatique pour demander au président de la République de rencontrer pour donner la primeur de leur consultation. Et au finish, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, plusieurs processus, démarches pour la paix. Quelle est la voie indiquée aujourd'hui pour que la paix soit restaurée dans l'Est du pays? Madame Noëlla Kambaja, moi, je fais toujours une analyse approfondie des questions politiques dans notre pays. Je me souviens qu'autrefois, Félix Tshisekedi dans l'opposition, avec son père, Étienne Tshisekedi, ils avaient récusé Edem Kodjo, disant que les problèmes des Congolais doivent être traités par les Congolais eux-mêmes. Ils avaient donc proposé la médiation de l'Église catholique et de la Senko. Ça fonctionnait parce que nous sommes tombés sur un accord qui a conduit aux élections de 2018 et à l'alternance en 2018, célébrée en janvier 2019. Mais comment et pourquoi le même Félix Tshisekedi, arrivé au pouvoir, ne veut pas que les mêmes médiateurs, Senko et FCC, tranchent ou accordent les bons offices en vue de la paix, en vue du pacte social dans notre pays? C'est quand même contradictoire. C'est illogique. Mais au-delà de ce fait, il y a que les problèmes des Congolais ne peuvent pas être traités par des personnes autres que Congolais. Donc, vous soutenez le dialogue demandé par Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délicie Sanga. Ça a déjà produit des résultats par le passé. La médiation 5O et CC a déjà produit des résultats entre 2016 et 2018. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que le président de la République, pourtant il a besoin de paix. Parce que peut-être les animateurs ont changé. Là, c'était avec Mosengo, et peut-être parce que les animateurs au sein de ces églises ont changé. Mais quand les animateurs inspirent déjà une certaine confiance aux membres de l'opposition et de la société civile, ça suffit déjà pour avancer. Ok. L'opposition d'autrefois avec Étienne Tshisekedi n'avait pas suffisamment confiance en Edem Kodjo. Vous vous souvenez qu'Étienne Tshisekedi avait dit que Edem Kodjo aza kabiliste monene. Vous voyez, donc il n'avait pas confiance. Ce qui fait que les négociations politiques avancent, c'est en fait le climat de confiance entre différents partenaires. Et c'est surtout la confiance des membres de l'opposition qui compte. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ont toutes les manettes de pouvoir. Vous voyez? Quand Joseph Kabila a vu que l'opposition ne voulait pas d'Edem Kodjo, même si l'accord d'Edem Kodjo avait déjà donné un premier ministre à 5 mois seulement de la gouvernance de Sami Badibanga, puisque l'opposition ne voulait pas de ça, on avait tout recommencé. On avait tout recommencé. Et le travail de l'SCC5O avait produit des résultats. Aujourd'hui, il est logique que les acteurs politiques lucides demandent le même schéma. Il est logique que l'on demande le même schéma. Rentrons au même schéma, parce que c'est ce schéma qui, autrefois, nous avait servi, aujourd'hui peut encore nous servir. À moins que l'on échoue pour que l'on pense à d'autres schémas. Mais puisque ce schéma est encore disponible, référons-nous à ce schéma-là. Alors, Madame, Messieurs, c'est complètement fini. Et Maître Arlette Odia, vous avez quelques minutes pour vous adresser, bien sûr, à cette population qui vous a suivi ce dimanche dans InfoC. Je vous dis merci. Merci de m'avoir reçu. Je vous dis merci pour votre public qui s'élargit parce qu'à partir des réseaux sociaux, on atteint encore beaucoup plus de monde que ceux qui suivent la télé.
Et je vais tout simplement dire que je suis préoccupée par le fait qu'il doit y avoir de paix dans ce pays. Il doit y avoir de paix. Et à mon avis, ce procès qu'on veut coller au président Joseph Kabila n'a pas de raison d'être. Politiquement parlant, judiciairement parlant, c'est établi noir sur blanc dans le réquisitoire de l'auditeur général qu'il n'y a pas d'éléments de preuve à charge du président Joseph Kabila. Mais politiquement parlant, ils peuvent trouver un intérêt à coller un procès au président Joseph Kabila pour le voir davantage en position de faiblesse. Je note que dans les négociations entre acteurs politiques, les jugements de condamnation contre les partenaires n'ont jamais été des bons instruments. Et vous verrez qu'au pire des cas, si le pouvoir en place vient à faire condamner le président Joseph Kabila, l'Afrique tout entière va désavouer M. Félix Tshisekedi. Même le monde, ceux qui sont intéressés par la politique en République démocratique du Congo, ils auront tous les éléments contre le président Félix Tshisekedi pour attester la dictature. Et ces choses-là, ça ne devrait plus appartenir à notre siècle. Il faut laisser ça dans les souvenirs des événements passés. Politiquement, ce procès et toutes ces démarches vont desservir le pays. Alors, Maître Arlette Odiam, merci beaucoup, mais on va quand même se rappeler qu'il y a une vidéo de vous qui circule à travers les réseaux sociaux avec d'autres membres proches de l'ancien président Joseph Kabila Kabange en train de festoyer. C'est une fête? C'était une fête ou une provocation? Non, pourquoi provoquer? C'était quand même le 17 mai. Le 17 mai, les gens pouvaient se retrouver pour célébrer les combats de ceux qui ont versé leur sang, ceux qui sont sacrifiés pour le pays. Et vous savez, en Afrique et même au Congo, on trouve toujours quelquefois l'occasion pour partager le sourire. Ah oui, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Faut toujours se détendre. Ça fait toujours du bien. La santé, on a besoin. Oui, voilà. Merci bien, Maître Arlette Odiam. Je rappelle que vous êtes présidente du CEDUC, collectif pour le développement et l'unité du Congo. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec certainement le même plaisir prochainement encore. Hein, plaisir partagé, Madame Noëlla. Madame, Messieurs, c'est complètement fini pour cette émission Info7. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter par les voies habituelles et surtout, j'espère que vous avez aimé cette production et vous avez certainement eu aussi des réponses à vos multiples questions. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Je ne cesserai de le dire, Info7 est une émission de Congo Web Télévision. Info7 votre émission, Info7 notre émission. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Au revoir et à la prochaine.